en venant vous parler de ce que le régime nazi a fait, c'est pour vous dire, attention, ce que nous avons connu, nous, en 1943-44, les autres générations, les futures générations peuvent le connaître aussi s'ils ne sont pas assez vigilants. C'est pas autre chose. Je suis d'origine italienne. Mes parents étaient antifascistes. Ils ont combattu les chemises noires de Mussolini. Et dans les années 20, mon père a été arrêté par eux, a été plus ou moins chahuté par eux, et il a dû se sauver d'Italie. J'ai donc passé mon adolescence à Annecy. Et là, j'ai connu le régime de Vichy, bien entendu, l'occupation italienne, l'occupation allemande. En septembre 1943, 2 mois avant mon 17e anniversaire, je suis rentré dans un mouvement de résistance. Alors ce mouvement de résistance, c'était la compagnie 93-27 des FTP, qui avait Annecy sous son contrôle. Et j'ai aussi donné mon adhésion au cercle des jeunesses communistes. On nous demandait de faire des actions clandestines dans Annecy. Ce qui fait que toutes les semaines, par équipe de 3 ou 4, on allait dans la nuit, on se promenait dans Annecy avec des paquets de journaux, de tracts, que l'on distribuait dans les boîtes aux lettres. Notre objectif aussi était de prendre en charge un résistant qui était soit qu'il était muté en Haute-Savoie, soit qu'il il avait quitté son département parce que recherché par la police, et il venait en Haute-Savoie. Et on avait pour charge de le prendre en charge dans un endroit donné. C'est dans le cadre d'une filière, hein, ce travail. Hein. De le prendre dans un endroit donné et puis de l'emmener en lui évitant de tomber entre les mains des services de répression, parce qu'il y en avait vraiment dans tous les coins. Alors nous, les jeunes, on connaissait bien Annecy et les méandres d'Annecy pour éviter d'être pris. C'était aussi valable pour ça, il fallait faire ça aussi pour les armes. Parce qu'en 1943, les armes, il n'y en avait pas pour tout le monde. Et quand un groupe, une compagnie FTP avait une action à mener, il lui fallait des armes, on se les passait d'une compagnie à une autre. Et nous étions chargés de faire traverser ces armes, de les prendre dans un endroit donné et de les emmener dans un autre. Et ça, cette action, moi, je l'ai menée jusqu'au mois de mars 1944. On n'était pas loin de rentrer dans le maquis, mais en fait, au lieu de monter au maquis, le 23 mars 1944, les 25 jeunes, nous avons tous été arrêtés par la milice. Et la première chose qu'ils ont faite, ils nous ont enfermés dans une pièce, ils nous ont fait mettre à poil, et là, les miliciens sont amenés avec les matraques et nous ont posé des questions en même temps qu'ils nous passaient des coups de cravache, des coups de matraque. Et nous sommes restés là pendant 1 mois. Et les 8 premiers jours de cet internement, nous avons tous subi des interrogatoires. Ces interrogatoires se passent de la façon suivante. Chaque matin, les SS appelaient l'un d'entre nous, nous amenaient dans une pièce, nous faisaient nous déshabiller, nous mettre à poil. Et dans cette pièce, il n'y avait qu'une table. On nous faisait étendre sur cette table. Et là, il y avait un milicien qui posait des questions. Et puis, il y avait 2 autres miliciens, un de chaque côté de la table. Et lorsque notre réponse ne leur plaisait pas, ne leur correspondait pas à ce qu'ils attendaient, eh bien, les 2 autres miliciens nous bastonnaient à coups de matraque sur les fesses, sur les jambes, sur le dos, sur les bras. Voilà, ça durait en gros 1 heure. Et le 20 avril, ils nous ont transférés à la prison Saint-Paul à Lyon. Et à Lyon, on a pris contact avec les responsables de la résistance de Haute-Savoie pour savoir quelles étaient les raisons pour lesquelles on avait été arrêtés. Et tous sans exception. Et c'est comme ça qu'on a appris que notre arrestation était due à la trahison de l'un des nôtres. Et au mois de mai 44,
Lyon a été bombardé, c'est ce qu'on appelle le bombardement de l'avenue Berthelot. Et à l'occasion de ce bombardement, nous les jeunes, nous avons cassé les portes de nos cellules, on s'est révoltés. Et on est allé libérer tous les autres camarades qui étaient dans les autres bâtiments. Ce qui fait qu'à partir de ce jour-là, on a été les maîtres de la prison. À l'intérieur, parce qu'à l'extérieur, les GMR, les miliciens et les Allemands nous empêchaient de sortir avec leurs mitrailleuses. Et le 29 juin, donc, les SS ont envahi la prison et nous ont expédiés. 3 jours après, le train s'est arrêté. Il s'est arrêté devant le camp de Dachau. On nous a fait rentrer dans le camp à coups de matraque. On nous a mis dans un coin pendant quelques heures. Et au début de l'après-midi, les officiers SS sont occupés de nous, en nous faisant mettre en garde à vous, en rang et en garde à vous, en nous déshabiller complètement. Alors on avait un baluchon puisqu'on sortait de prison. Alors on a mis notre baluchon par terre avec nos habits que nous avions sur nous. On nous a fait déplacer, ce qui fait que le paquet qu'on avait laissé là, on ne l'a plus retrouvé. On l'a plus eu. Et puis ensuite, un officier SS a appelé l'un d'entre nous un interprète. C'était un copain alsacien qui s'est présenté. Il lui a fait dire: vous êtes rentré par là et vous sortirez par là. Alors par là c'était le portail d'entrée qu'on avait franchi le matin. Et puis par là, au fond du camp, c'était les cheminées qui fumaient. On n'a pas envie que ce soit les cheminées du four crématoire. Ce qui fait que le jour de notre arrivée, on sait que quel que soit notre comportement, notre destinée, c'est la mort. Mais en entendant de crever, il faut nous humilier, il faut nous torturer, il faut nous sous-alimenter, nous faire travailler 12 heures par jour ou par nuit. Voilà. Et à partir du 2 juillet 1944, j'ai connu la vie concentrationnaire nazie. Le hasard a voulu que j'en sorte vivant, contrairement à 15 de mes copains. Il y a beaucoup d'autres. Une journée à Dachau. Elle commence à 4 h du matin. 4 h du matin, les SS, avec les chiens et les capots, font irruption dans le dortoir. Et là, on a quelques secondes pratiquement pour sauter de notre chalit, s'habiller et sortir en courant sur la place d'Appel. Alors, je vous précise tout de suite que la première pensée qui nous vient à nous, dans la tête de chacun, sans exception, c'est: est-ce que je serai vivant ce soir? Voilà. Alors on sort sur la place d'Appel. Sur la place d'Appel, on se met en rang. Et il y a un appel qui est fait par les SS. Et ça dure 2 heures. Quel que soit le temps. Pendant 2 heures, on est au garde à vous. Les SS comptent et recomptent, mais ce n'est pas parce qu'ils ne savent pas compter. Ils savent aussi bien compter que vous, sauf que c'est une torture morale supplémentaire. Voilà. À 7 heures, on nous laisse revenir dans notre dortoir, et là on nous sert un café. Enfin, ce qu'on appelle nous un café. On l'appelle café parce que le liquide est noir. Le seul mérite, c'est qu'il est chaud. Voilà. Puis on nous donne un petit morceau de pain. Et on a une demi-heure pour ça. Et au bout d'une demi-heure, on retourne sur la place d'Appel. On se remet en rang par 5. Et là, nous avons les employeurs allemands qui viennent et qui disent qu'ils ont besoin de 15, 20, 30 stucs. Alors, 30 pièces, parce qu'on était des pièces pour eux. Et là, les 20 ou 30, on est embarqués à pied, toujours encadrés par les SS, les capots et les chiens. Et on va travailler pendant 12 heures. Et pendant 12 heures, quel que soit le temps, si c'est sur un chantier, on travaille. Si à un moment donné, on donne l'impression à nos SS qu'on ralentit notre mouvement, eh ben, on reçoit ou le chien ou des coups de cravache. Voilà. Alors, au bout de 12 heures, on retourne au camp.
au camp, il y a à nouveau un contrôle qui est fait, un recompte. Hein. Mais ça ne dure pas longtemps. Je pense que les SS en ont marre aussi d'être dehors. Et là, on rentre dans notre dortoir. Et là, on a 2 heures pendant lesquelles on est entre nous uniquement. Alors, on fait ce qu'on... Enfin, on discute. On est entre nous, entre détenus. Ce qui nous permet de discuter, éventuellement de prendre des nouvelles. Ça dépend où on a travaillé. Les copains qui ont travaillé, il y en a qui ont pu faucher un journal, parce qu'il y en a quand même des copains qui parlent l'allemand, qui lisent l'allemand. Et puis, enfin, à un moment, alors on mange la soupe, bien entendu, parce qu'on nous sert la soupe. Alors la soupe, c'est une gamelle de... La soupe, elle est faite avec on ne sait pas quoi. Hein. Elle est accompagnée d'un morceau de pain. Et un soir, il y a une tranche de saucisson. Enfin, nous l'appelons saucisson. Hein. On ne sait pas avec quoi c'est fait. Un autre soir, c'est 3 petites pommes de terre cuites à l'eau. Et puis un autre soir, c'est un morceau de margarine. Voilà, ce qui accompagne la soupe. C'est tout ce que nous avons. Et alors là, pour éviter que les copains ressassent leurs ennuis de la journée, on organise des conférences entre nous, des petites conférences, c'est-à-dire qu'il y a toutes les catégories de la société française. Hein. On a des avocats, on a des étudiants, on a des mécaniciens, enfin toutes les professions. Et alors, par petits groupes, on s'organise pour qu'un camarade nous explique comment on fabrique un moteur de voiture, par exemple, ou comment on utilise comment on peut utiliser tel ou tel outil. Hein. Et ça, il y a un but bien précis, c'est que ça nous permet, en expliquant sur quel chantier on travaille, ça nous permet qu'on nous explique de quelle façon on peut saboter. Parce que ça, c'est une chose qu'ils n'ont pas pu l'empêcher. Hein. Chaque fois qu'on a pu saboter la production industrielle, on l'a fait. Sauf qu'il faut savoir que si on était pris pour sabotage, on était pendu immédiatement. Voilà. Seulement, les petites conférences que l'on faisait chaque soir, ça nous permettait de penser à autre chose que de ressasser la dure journée qu'on a pu avoir. Voilà. Alors après, on s'endort, on va se coucher. À 28h, il y a le couvre-feu. Alors on va se coucher, la plupart du temps, tout habillé. Même lorsque nos habits sont mouillés. Parce qu'il y a aussi des risques de vol, on ne peut pas y empêcher. Hein. Alors bon, on va se coucher. Le sommeil est dur à venir parce qu'on est tout mouillé, par exemple. Mais enfin, il y a la fatigue qui fait qu'on s'endort. Hein. Et on est bien en train de dormir que tout d'un coup, il y a les SS, les chiens, les capots qui font irruption dans le dortoir. Voilà. Et c'est là où la première pensée qui nous vient, c'est est-ce que je serai vivant ce soir? Parce qu'on peut être tué à n'importe quel moment. Voilà. Notre libération. Alors, il faut que vous sachiez que le régime nazi avait décidé de faire disparaître le plus de traces possibles de leurs méfaits. Et pour ça, ils avaient décidé de nous exterminer. Et notre camp était expédié à pied, bien sûr, dans ce qu'on a appelé le réduit autrichien. C'est une région du Tyrol. On nous a donc embarqués à pied, en marche forcée. Et on était en Bavière, il ne faut pas l'oublier. Alors il fallait faire, je ne sais pas moi, au moins une centaine de kilomètres. Et on nous a fait marcher. Alors la première nuit, on a fait 25 kilomètres à pied. Sous les coups, bien entendu, parce qu'il y en avait pas mal qui marchaient plus ou moins bien. Le matin, on nous a fait arrêter et on nous a mis sous un sous-bois, mais un sous-bois marécageux, ce qui fait qu'on n'a pas pu ni s'asseoir, ni s'allonger.
Alors toi, après 25 km de marche à pied, dans l'état où on était, en plus, c'était pas marrant. Et on avait décidé que le soir même, on essaierait de s'évader. Et c'est ce qui s'est passé. Le soir même, on est reparti à nouveau, on nous a rassemblés, on est reparti à nouveau en rang par 5. Et petit à petit, on s'est divisé. Nos rangs de 5 sont devenus des rangs de 4, des rangs de 3, etc. Il faut vous dire qu'il y avait en même temps que nous, on nous expédiait crever en Autriche. L'armée allemande était en débandade. La population allemande se sauvait aussi. C'est-à-dire qu'il y avait des Allemands partout. Sur la route, sur le champ, partout. Hein. Ce qui fait qu'à un moment donné, on s'était dit, quand vous entendrez sauf qui peut, vous débrouillez-vous, vous sauvez. Il arrivera ce qu'il arrivera, mais enfin, sauvez-vous. C'est ce qui s'est passé. Et les SS, dont certains s'étaient, eux, échappés pour ne pas tomber entre les mains de l'armée américaine, puis c'était les Américains qui étaient derrière nous, hein. Les SS qui sont restés n'ont pas pu nous tirer dessus. Pour la bonne raison qu'en nous tirant dessus, ils risquaient de tuer les Allemands. Parce qu'il y en avait de partout, je peux vous assurer. Hein. C'était beau à voir d'ailleurs. Hein. Voilà. Et nous, on a traversé un champ, et au bout du champ, il y avait une forêt, une sorte de colline, enfin une montagne de toute façon. Hein. Voilà, une fois qu'on s'est trouvé dans la forêt, on a été tranquille, quoi. Mais enfin, on a monté jusqu'à un alpage. C'est pas compliqué. Voilà. Et à partir de là, le lendemain matin, on s'est trouvé libéré.